Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On va débriefer la Week 6 et comme toujours, je suis avec Alex de retour de son séjour londonien. Alex, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, moi ce match a été devant la télé et on aura le temps d'en parler plus tard, mais au vu du résultat, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Et puis pour toi, en fan des Titans, je pense que ça aurait pu être vraiment bien mieux. Oui, je pense qu'il y avait un truc à faire, mais bon, au moins, c'est bien parce j'en avais un peu parlé dans la preview, mais au moins on est fixé. Ah ouais, là t'es fixé sur l'équipe. Ouais. Bon, on va quand même laisser le détail des matchs pour plus tard. Pour l'instant, on rappelle, la semaine dernière, on a eu le droit à une petite game zone. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et comme toujours, les réseaux sociaux, @ le front office partout. Donc Twitter, Instagram maintenant qui est vraiment quotidien ou quasi quand on a le bon timing pour poster les éléments, YouTube où les épisodes sortent tous et Twitch sur lesquels sont aussi diffusés les lives. Voilà pour le tour de la promotion. Ouais. Bah ouais, sur Instagram, on avait fait un sondage sur les matchs. Personne n'avait donné les Browns par exemple et personne n'avait donné les Jets, à part une personne sur toutes celles qu'on avait. Et voilà, hein, c'est cool de voir un peu les différents favoris et de voir que personne s'attendait à ces deux défaites. Ouais. Pareil, celle-ci on aura le temps d'en reparler, mais ça a été une semaine, je trouve, plutôt très riche en enseignements. Elles ne sont pas toutes. J'ai l'impression qu'il y en a une sur deux, une sur trois pour l'instant, où vraiment tu captes des choses sur les équipes. Celle-ci, je trouve qu'il y en avait pas mal. Pour parler d'Insta où t'as fait le sondage aussi, on avait toujours notre Media Day, ce moment où vous pouvez poser vos questions, même si vous pouvez nous en envoyer n'importe quand. À ce moment-là, c'est encore mieux. C'est le post dédié et bah, je vais te laisser en parler un peu, mais déjà merci à tous ceux qui nous envoient des questions. C'est ça. On vous fera un épisode un peu plus. On va le sortir la réponse des questions du rewind et on le posera à un autre moment. On fera quelque chose d'un peu différent. Ouais. Mais voilà, on a des suggestions. Un épisode top 10 par position, par exemple, on pourra le faire à l'intersaison plutôt qu'en saison régulière où le temps nous manque. Et sinon, une autre question, Jérôme. Quelles sont nos équipes préférées hors NFL ? Voilà, on peut y répondre vite parce que ce sera rapide. Bah, et tu pourras te faire incendier dans les commentaires comme ça et ou moi. ou toi, ouais. C'est vrai que je sais pas si cette année ton équipe préférée de soccer est comment dire, est très très appréciée. Ouais. Mais ouais, soccer, donc le PSG pour moi, hein, enfant de Paris. NBA que je suis énormément, les Lakers, voilà, grandi avec Kobe Bryant. Et globalement, je suis pas trop le volley, très peu le rugby, en dehors du rugby international, même si du coup ça a un peu écourté le plaisir. Non, Ah ouais, ouais, là, en termes d'équipe, à part soccer et NBA, pas trop à rajouter. Ouais, moi soccer c'est Lyon, donc les temps sont durs. Voilà, on va dire qu'heureusement que les Dolphins prennent un peu le relais en ce moment. Quand les Dolphins sont bons, l'OL est nul. Donc je pense qu'on s'annonce pour 10 ans de catastrophe. J'aime aussi beaucoup Arsenal en international en foot de Thierry Henry, Patrick Vieira, tu connais. Donc Tu m'étonnes. voilà. Et sinon en basket, moi c'est les Bulls et je crois que c'est à peu près tout. Le reste, j'ai pas de trop. Ouais, après ça va être des athlètes plus individuels quoi. Mais en sport co, oui. Je trouve qu'on en suit déjà assez. Voilà. Moi je suis en sport, je suis je suis le foot, le soccer, le foot américain, un peu de basket. Voilà. Si j'allais quand même te poser une question qui peut intéresser les gens vu que c'est un sport un peu populaire, même si les trois ne jouent plus forcément. Djokovic, Nadal, Federer, ton favori? Favori à regarder jouer ou le GOAT? Parce que c'est une question qu'on s'est posée en allant à Londres justement. Favori à regarder jouer Federer et le meilleur joueur de tous les temps c'est Djokovic. Voilà. Bah écoute, même réponse pour moi, donc comme ça. Voilà. Ça, désolé aux fans de Nadal. Par contre, l'humain, je préfère Nadal. Ouais, bah en vrai, ils ont chacun leur truc quoi. Enfin, je trouve vraiment que tu sais, bon trio.
Mais oui, t'as fait trois Avengers et chacun aime l'Avengers qu'il préfère, quoi. C'est ça. Non mais voilà. Donc voilà, côté hors NFL, j'ai peut-être oublié un sport, mais ça m'étonnerait parce que j'y pense pas tout de suite. Non, ouais, comme je disais, après, je sais pas si t'es fan d'athlètes, de natation, de gym, de ce que tu veux, il y a des athlètes Vive le catch. En ce moment, le catch. super période en ce moment pour ceux qui regardent ça. 2 promotions géniales, donc voilà. Si c'est le moment, si jamais vous avez lâché, regardez un petit peu, il y a des bonnes histoires, c'est assez cool. Et si vous aimez les films d'action, en fait, c'est ça, mais en direct. Vous voyez-le comme ça, plutôt, c'est faux. Oui, c'est faux, mais c'est pas faux réellement. C'est scénarisé, c'est différent. Puis bon, ça a beau être scénarisé, quand tu vois le physique des mecs, il y a du travail derrière. Voilà. Bah voilà, et quand tu sautes de 6 mètres de haut, sautes de 6 mètres de haut sur une table, déjà faut sauter sur la table, et voilà, donc mais bon. Moi je fais ça, scénarisé ou pas, tu me récupères en 2 morceaux. Hein, t'es mort, voilà, donc mais voilà, c'est des cascadeurs en direct qui essayent de raconter une histoire en plus. Moi je trouve ça beau. Voilà, et bien ce petit format avec lequel nous avons répondu à cette question, vous pourrez peut-être le retrouver pour d'autres questions. Voilà. Exactement. Globalement, ce petit format talk est plutôt sympa. Ouais. En parlant de questions, on avait aussi la fameuse question YouTube, Spotify, je sais plus comment l'appeler à force puisque les résultats viennent de partout. La fameuse question. C'était, est-ce qu'on reverra Russ Wilson au top niveau? Globalement, c'est plutôt du non. C'est ça. Petit échantillon. Donc, n'hésitez pas pour le sondage de cette semaine de voter. Comme ça, on a eu un truc un peu plus représentatif. On voit qu'on a pas mal d'écoutes, mais on n'a pas assez de personnes qui cliquent dessus. Alors, je comprends, hein, vous n'êtes pas forcément devant l'épisode quand vous l'écoutez. Mais voilà, normalement, vous avez la question au moment où vous ouvrez l'épisode. Donc, même si vous ne nous entendez pas encore parler. Bon, là, vous nous entendez parler, mais pour les prochaines fois. Même si vous ne nous entendez pas parler, regardez la question, répondez. Comme ça, nous, on a des petites idées de ce que vous pensez. Et du coup, pour cette semaine, la question c'est, est-ce que la défaite des Eagles contre les Jets et des Niners contre les Browns vous inquiète pour l'avenir de ces 2 franchises au niveau de la saison? Donc voilà, 4 propositions. Oui, pour les Niners, ça vous inquiète. Oui, pour les Eagles, ça vous inquiète. Oui, ça vous inquiète pour les 2. Ou non, pas d'inquiétude pour aucune des 2 franchises. Voilà, il y a juste à cliquer. Assez rapide. On peut pas faire mieux. Hein. Pour définir inquiété, est-ce que vous doutez un peu que ces 2 équipes puissent finir globalement 1 et 2 de la conf, quoi? Est-ce que les défaites, maintenant qu'il y en a eu une, est-ce qu'elles peuvent s'accumuler et qu'au final on va voir, je sais pas, les Lions 2e ou les Cowboys bien remontés Voilà ce qu'on met sous ce s'inquiéter. C'est ça. On reparlera de toute manière, on va beaucoup parler des Eagles et on va parler un peu des Niners. Donc voilà, si vous avez besoin. Et on va parler un peu classement aussi. Vous inquiétez pas, on va être pas mal. Voilà, c'est ça. Petit détour fantasy, Alex, avant d'aller sur le récap. Je vais commencer parce que ça a été brutal pour moi, le réveil ce matin. J'ai vu ce matin, quelle horreur. Sur la Ligue des légendes que nous avons avec d'autres médias bien orchestrés par les bowlers, je perds de 0,4 points grâce à une perf de Josh Palmer qui réussit quand même à faire assez de points pour mon adversaire. J'espère que les corrections statistiques, voilà. J'y crois pas trop. En mode la NFL qui a louché et qui a lu 82 au lieu de 83 et en fait retire un point d'une réception, mais ça sent la défaite un peu inévitable. Heureusement sur le trophée, après un début en 0-3, je suis de retour en 3-3. On remet l'église au milieu du village. Il y avait un mauvais start, on était un peu malade, mais bon, maintenant... Puis les match-ups, on les gagne facilement en ce moment. Hein. On les gagne de 10, 20, 30 points. Je pense avoir Tyreek Hill être pas mal cette saison, mais voilà, il y a peut-être un lien de cause à effet. C'est ça. Moi de mon côté, j'ai perdu sur la Ligue des Bowlers de 3 points dans une fin de match. On avait tous nos matchs qui se terminaient avec match des Riders contre les Pats, et moi j'avais 3 joueurs des Rams contre les Cardinals. Donc on voyait le score évoluer au fur et à mesure. J'ai perdu de 3 points contre Hugo de Café Crème Sport. Voilà, ça m'a un peu fait mal. Et sur le trophée des bowlers, j'ai gagné, donc ça je suis content. Je suis en 3-3. Les 2 équipes, sur les 2 ligues, je suis en 3-3 et je suis 6e sur les 2 ligues. Comme ça, c'est facile à me retrouver. Je suis à 2 endroits en général. Soit je suis premier ou deuxième, soit je suis en 3-3, soit je suis bon dernier.
Voilà. Ça, c'est notre ligue locale où je suis bon dernier. Vraiment, catastrophe. Enfin bref. En plus, en fait, t'es même pas bon dernier, genre de près. C'est que ton équipe, il y a des bons joueurs, mais toutes les semaines, ça sous-performe. Je comprends pas. Mon équipe, ça me fait très mal. J'ai une équipe avec, en fait, on a une équipe à 2 QB, on est 8 encore une fois. Mais j'ai Hurts, Fields, McCaffrey, Barkley, Higgins, Olave, Andrews, Garrett Wilson, Amari Cooper. Et ça fonctionne pas. Je comprends pas. Bref. C'est fascinant. Puis... Sans compter Jahmyr Gibbs, qui est sur le banc, je compte même plus. Miles Sanders, Javonte Williams, Marquise Brown. Enfin voilà, mon équipe, j'ai pas de joueurs que je peux cut facilement. Et bref, mais voilà, c'est... Et puis écoute, on va j'en reparlerai plus tard, mais ça concerne un peu aussi ceux qui jouent en fantasy, mais les blessures, ça fait pas encore, mais ça fera bientôt 10 ans qu'on suit le foot américain. J'ai pas de souvenir, après mon cerveau il occupe peut-être des éléments, mais j'ai pas de souvenir d'autant de blessures et avec ces gravités-là en 6 semaines. Ouais, j'ai l'impression que cette année, il y a énormément de blessures où les mecs sont écartés 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, voire des fins de saison, genre. Vraiment, c'est l'hécatombe. Ouais, on en parlera plus tard. Ouais, ça va être assez violent. On en avait déjà un peu parlé, mais cette saison ressemble à un Survivor, et justement, nous allons voir comment s'en sont sorties les différentes franchises dans le rewind de la semaine. Rewind of the week. He's gonna fumble the football. Et pour attaquer ce rewind, comme toujours, on va débuter avec notre match favori, celui que l'on a le plus aimé. Alex, je vais te laisser parler puisque forcément il a une saveur particulière pour toi. Ouais, moi je l'ai mis parce que j'y étais, hein, c'est tout. Parce que sinon c'était pas le match de l'année, je trouve, entre les Ravens et les Titans les Ravens qui ont gagné 24-16. C'était cool. Déjà, j'ai pu voir nos compères des Fantasy Ballers dans le stade. On était à 7 sections d'écart, donc c'est vraiment à côté. On peut se balader dans les sections et y aller se retrouver. Fait une petite photo sur notre compte Twitter, donc c'était cool. Je suis content de savoir que je ressemble à une brindille dans les podcasts. Mais les gens ils se rendent pas compte parce que t'es assis et que t'as ton dossier de chaise, mais qui est une chaise qui est en fait assez haute. Elle est immense la chaise. Elle fait elle est immense. Et c'est parce qu'il y a du lumbar support, tu vois. Mais pour ceux qui nous regardent, imaginez-nous si on est debout dans la rue. Moi je fais 1m80, on voit clairement qu'Alex est plus grand que moi quand on marche dans la rue, hein. Vraiment ça se voit quoi. Et voilà. Donc du coup non, je suis pas une brindille. Et enfin si, je suis une brindille, mais une longue brindille en tout cas. Donc voilà, ça pour dire que les Ravens qui ont gagné 24-16, un match où Lamar Jackson a fait du bon boulot sur le premier drive et ensuite c'était de l'improvisation anarchique, j'ai l'impression. En tout cas la vision sur le terrain c'était ça. J'ai pas compris pourquoi Mark Andrews était autant hors du terrain, parce que quand il était sur le terrain c'était un des meilleurs receveurs de l'équipe et un des meilleurs bloqueurs aussi. C'est bien de pouvoir le voir en direct, en fait, d'avoir la vision où tu veux. Et en l'occurrence, je regardais Mark Andrews sur tous les plays. Parce que je comprends pas pourquoi il est pas plus là, en fait. Moi, ça me fascine. Je me demande si c'est pas aussi lié au linebacker des Titans. Le front seven, c'est un des rares trucs chez nous qui fonctionne bien. Alors, après, il est souvent utilisé comme sur des plays plus longs, mais peut-être qu'avec les bobos qu'il a, peut-être qu'en plus, on n'a pas tout l'historique médical de la semaine, mais peut-être qu'il était pas à 100%. Et c'est vrai que notre front seven, il est assez rugueux. Il voulait peut-être éviter ces petits catchs de 6 ou 7 yards où t'as un bon gros linebacker qui vient avec l'épaule dans le dos et qui le fracasse. Je sais pas trop. Mais bon, tout ça pour dire que c'était vraiment le meilleur joueur sur le terrain. Côté Ravens, voilà, on a vu enfin une réception d'Odell Beckham Jr. où on a vu pour le coup que niveau jambes, il est plus là. Il arrive plus à courir. T'avais l'impression qu'il courait avec qu'il courait comme, qu'il courait à genoux, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, c'était... J'ai une image pour toi, Forrest Gump au début du film, quand il a encore un peu les prothèses avant qu'elles cassent, là. Il y a ça, où tu vois les espèces de trucs que t'accroches aux jambes, là, aux chevilles, histoire de lever tes jambes tout seul, là, le home training. Oui. Une espèce de sac à patates, là, que tu mets au niveau des pieds. Là, t'as l'impression qu'il avait ça et qu'il arrivait pas à courir.
Mais voilà, on a vu ça, on a vu Agolor, on a vu le premier touchdown en carrière de Zay Flowers. Plutôt cool. Donc ça, c'est, voilà, côté Ravens, qu'on fait vraiment le boulot. Côté Titan, désastreux. J'ai une question côté Titan. Est-ce que Tajay Spears, visuellement, il est impressionnant, notamment sur le gros jeu qu'il fait en deuxième mi-temps, non? Sur le gros jeu qu'il fait, oui, je suis d'accord. Le reste, c'est pas fou. Derrick Henry, tu sens il commence à avoir une charrette derrière lui qui, force de prendre l'équipe des Titans sur son dos, ça commence à jouer. Et Tannehill, c'est nul. Vraiment, c'est le voir sur le terrain, c'est naze. Et on voulait juste voir Will Levis, en fait. On n'avait pas vu s'il était out ou pas. On s'est juste dit, mais sortez-nous Tannehill. Au final, on a vu Willis. Willis, c'était mieux que Tannehill, ça a mieux avancé. Tajay Spears, voilà, un beau play. Devin Duvernay en retour de punt, magnifique. Ouais. Il nous fait beaucoup de retours. À chaque fois qu'il avait la balle, c'était incroyable. Mais voilà, les Titans ont perdu beaucoup de points tout seuls bêtement. Notamment sur le field goal qu'ils prennent à la fin de la première mi-temps, où c'est un gros punt et la balle arrive dans les mains du receveur Phillips et il fait un fair catch, il demande un fair catch et il fumble la balle, ils la perdent, ils se prennent un field goal. Ça, tu sens que ça les a détruits mentalement. Et voilà, l'alternance d'Eric Henry, Tajay Spears, très intéressante. Défensivement, les Titans, c'est pas non plus nul. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais t'as tellement peu la balle dans les mains en attaque que du coup t'es trop là en défense et tu es sujet à des plays offensifs assez impressionnants d'équipes adverses qui peuvent tenter un peu plus. Donc voilà. Mais pourtant ça a beaucoup glissé, parce que Lamar a beaucoup essayé de courir, il a pas trop réussi parce que ça glissait pas mal sur le terrain. Et puis courir contre les Titans, c'est dur, c'est ce que j'allais dire. On perd de 8 points alors qu'en fait on joue une équipe qui est plutôt compatible avec notre défense, où c'est vraiment pas le pire pour nous. C'est-à-dire des receveurs qui sont parfois un peu incertains alors qu'on n'a pas de cornerback, et une équipe qui court beaucoup, et nous on est très fort contre la course, et même comme ça tu gagnes pas le match. Ouais, c'est ça. Donc assez terrible. Voilà. Bon, en tout cas... Mais c'était cool sinon. Une belle expérience. Et un match, pour ceux qui n'ont pas fait de match NFL sur place, quoi. Si vous y allez, allez-y avec quelqu'un, parce que tout seul c'est long. Et si vous y allez, vous vous rendrez compte, c'est beaucoup plus, ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Et en plus de ça, petite anecdote, on avait à côté de nous des mecs complètement bourrés qui sont restés debout tout le match, ou du moins toute la deuxième mi-temps, et qui arrêtaient pas de passer pour aller chercher des bières. Ils revenaient, ils repassaient, ils revenaient. Enfin vraiment, nous on a plus passé la journée debout que assis. Et à un moment, les gens derrière ces deux bourrés commencent à râler en mode vas-y, assis-toi, je vois rien. Et il y a la sécurité qui est venue en disant asseyez-vous. Les mecs ont dit non et ont retourné la tête de la sécurité. Ils ont juste esquivé la sécurité. Ils ont fait non, ciao. Et à 1 minute de la fin, ils se sont fait éjecter. Voilà, flag on the play, unnecessary roughness. Et voilà. Donc ouais, ça c'est un peu le risque. C'est que tu sais pas exactement à côté de qui tu tombes et tu peux vite avoir des gens qui te ruinent un peu ton match, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, quand même, belle expérience de voir directement dans le stade, et on espère peut-être un jour avoir un match à Paris qui nous demandera un déplacement moins long. Même si Londres, c'est pas l'autre bout du monde, mais voilà, si on pouvait l'avoir, Stade de France, Parc des Princes, moi je prends tout. Même Jean-Bouin, même... Non, mais on va pas aller à Jean-Bouin. S'il y a un match, il faudra remplir 80 000 personnes. Donc ce serait... s'il y a un match c'est tout. S'il y a un match en France, c'est Stade de France, c'est Lyon, c'est Lille ou c'est Marseille. Je pense que c'est tout. Ah oui, non, mais s'ils le font en France, ils le font à Paris, ils le délocalisent pas. Je suis d'accord. Ouais, parce que... Pas que je vous aime pas dans les autres régions de France, mais faire Paris-Marseille en voiture, c'est la même chose que de faire Paris-Londres, donc en fait, à la limite, autant en profiter d'un petit week-end des paysans, quoi. Ouais. Allez, je vais enchaîner avec mon match de la semaine, et je vais parler de la défaite des Eagles face aux Jets. Ils ont perdu en mettant 14 points seulement. Les Jets en ont inscrit 20. C'était... je parlais de match riche en enseignements au début de l'épisode. Lui, il en fait clairement partie. D'abord, côté des Jets, les Jets, va falloir les prendre au sérieux, peu importe que ce soit Zach Wilson aux commandes ou pas. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est encore une fois le petit détail qui peut les faire passer au-dessus, mais
on parle d'une défense qui est celle qui a le plus fait déjouer Patrick Mahomes, qui est celle qui a le plus fait déjouer Josh Allen, qui est celle qui vient de faire le plus déjouer cette saison Jalen Hurts. Ces trois top QB ont fait des matchs vraiment pas dingues contre la défense des Jets. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de hasard. Excuse-moi, t'as dit qui en troisième? J'ai dit Mahomes, Allen. Ah oui, ouais, c'est ça, Mahomes. Et Hurts. Ouais. Où vraiment à chaque fois, ça gagne pas tous les matchs, comme je crois ils perdent contre les Chiefs, mais ils battent les Bills en première semaine, et là les Eagles, ils gagnent 2 de ces 3 matchs. Mais même le match perdu, contre les Chiefs, ils jouent vraiment bien contre Mahomes, quoi. Et donc ouais, à chaque fois, je crois que première semaine, Allen c'est 3 interceptions, la Hurts c'est 3 interceptions. Et en fait, quand tu vois la composition de cette défense, il y a vraiment du talent partout, alors même que Sauce Gardner ne jouait pas. Vraiment, Quincy Williams c'est impressionnant, C.J. Mosley c'est très très bon aussi, Michael Carter, Whitehead qui avait fait les 3 interceptions en première semaine. Il y a le Bryce Hall de la défense aussi qui arrive à être très très bon. Il y a Jermaine Johnson, Quinnen Williams, parce que c'est vrai que les Williams sont 2. Enfin vraiment, moi cette défense, je la trouve vraiment très très solide. Et l'attaque, et ben en fait, Garrett Wilson, il arrive à être trouvé par Zach Wilson. Toutes les semaines, il a sa 12 de targets. Là, il fait encore 8 réceptions pour 90 yards. Et surtout, gros changement, Breece Hall a enfin les pleins pouvoirs sur le jeu au sol. Et en fait, c'est un top running back. Il a une telle explosivité que peut faire une énorme différence. Donc, si Zach Wilson, qui a une Ferrari, arrive à pas la mettre dans le mur, t'as une équipe que personne voudra jouer en playoff. Vraiment, moi c'est... Encore, là, il fait pas d'erreur. Il lance pas de TD, pas d'interception. Il joue une défense plus ou moins solide en fonction des semaines et des compartiments du jeu, mais voilà, il fait 19 sur 33, 186 yards. C'est pas incroyable, mais ça suffit pour gagner. Il y a beaucoup de points qui sont passés par le pied du airline aussi. Équipe spéciale, avoir un kicker d'expérience, ultra important. Et de l'autre côté, les enseignements sont là aussi, on l'a dit, Jalen Hurts, là, il a dû forcer un peu son talent, puisque le match était pas si simple. Pourtant, ils ont été devant jusqu'au dernier quart, mais il lance quand même 3 interceptions. La défense des Jets au sol, elle a complètement arrêté l'attaque au sol des Eagles, et ça, c'est rare que la ligne ouvre pas de brèche. D'Andre Swift, il a porté 10 fois le ballon pour 18 yards. Il a vraiment pas avancé. Gainwell et Scott sont quasiment pas utilisés. C'est Hurts qui a fait le plus de terrain au sol. Et voilà, même de l'autre côté du terrain, il y a que A.J. Brown qui s'est exprimé avec cette réception 131 yards, mais vraiment, je trouve que ça a mis en avant, on le disait depuis le début, ouais, les Eagles, ils gagnent les matchs un peu serrés, est-ce que c'est juste un petit rythme de croisière, on y va tranquille et tout? Bah là, contre une équipe qui leur en met plein la bouche, ça a pas été simple, et vraiment les Jets solides, donc voilà. J'ai adoré cette bataille, qui je trouve, on apprend plein d'infos sur les deux équipes. Ouais, moi je vais enchaîner avec mon fumble, et on va faire comme ça si ça te va. Ça me va très bien. On va faire les fumbles maintenant et voilà. On peut faire les fumbles et les trick plays avant, ouais, vas-y. Allez, on fait comme ça. C'est modifié. Moi, c'est la fin de match de Jalen Hurts, mon fumble. Du coup, ça va plutôt bien. Lors du dernier quart-temps, Jalen Hurts, il a rendu le ballon aux Jets 2 fois sur les 4 drives qu'il a eu à mener. Voilà, il a fini le match avec du coup 3 interceptions. Tu l'as dit, c'est la première défaite de la semaine. Mais vraiment, cette fin de match, elle est catastrophique de Jalen Hurts, je trouve. Et comment dire, c'est comme tu dis, voilà, moi les Eagles depuis le début de la saison, je suis pas fan, ouais, du tout. Tu l'as dit à chaque semaine, hein. Chaque semaine, je trouvais que c'était un 0 contre les Pats, ouais. Ensuite, j'ai plus tout le calendrier en tête, mais 3, 4, 5, 0, il y avait rien de. Je vais aller regarder les Commanders qui battent 34-31 en prolongation, pas rassurant non plus de prendre 31 points des Commanders. Ouais, les Bucks, ils les ont battus et c'est un peu un des seuls matchs, j'ai envie de dire, référence où ils ont gagné 25-11. Mais même contre les Vikings, ils gagnent 34-28. Enfin, ils en prennent 28. Commanders, t'en prends 31. Les Rams, t'as du mal aussi. Là, tu perds contre les Jets. La semaine prochaine, tu joues les Dolphins. Ce sera le match de la semaine. On pourra en parler un peu plus. Enfin, je t'avoue, je sais pas ce que t'avais prévu.
mais Non, c'est le mais match de la semaine. oui, bah, La se- oui. Et puis quand tu regardes la suite de calendrier, t'as les Dolphins, mais je crois que dans les 6 semaines à venir, il y aura aussi les Niners, il y aura aussi les Bills. c'est alors le programme, c'est donc Dolphins, Commanders où ils ont eu du mal, Cowboys, Chiefs, Bills, Niners, Cowboys, Seahawks. Voilà. Ouais, déjà il y a pas de match entièrement facile et il y a peut-être un ou deux matchs plus abordables que les autres, mais sinon tu joues toute l'élite de la ligue. Et c'est aussi pour ça que vous avez cette question cette semaine sur défaite Eagles et Niners. Forcément, Ouais, voilà. on Mais fait pas voilà, les choses au hasard. la fin du match, voilà, on a mis, comment dire, sur, on a mis les mèmes de la semaine ce matin sur Instagram. Et il y a 2 mèmes qui sont dédiés aux Eagles. Celui sur Jalen Hurts, c'est Oprah. You get an interception, you get an interception. Voilà. Et voilà. Et après, les Bills et les Eagles qui perdent leur premier match de la saison contre Zach Wilson, c'est quand même fabuleux, je trouve. Donc voilà. Ouais. Fin de match de Jalen Hurts, moi, elle m'a très déçu et voilà. Ouais, Parce non que le mais début de match c'est était bon en plus. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment, il a lâché à un moment. Ouais. ouais, non mais c'est marrant parce que du coup, c'est quand même riche en enseignements pour les Eagles, mais je me pose quand même la question de me dire, est-ce que juste ils sont pas à bloc parce que et ils savent qu'il faut arriver en playoff plutôt bien ou est-ce que vraiment ils sont juste pas encore rodés et ça va être dur, je sais pas trop. En tout cas, je vais enchaîner avec mon fumble puisque ça a un peu touché les Eagles aussi. Je vais parler des blessures en général. Eux, ils ont perdu le joueur de ligne offensive Lane Johnson. On sait pas trop combien de temps il est blessé, mais quand on connaît l'importance de la ligne offensive chez les Eagles, ça peut être une grosse perte. Visiblement, il avait un peu de mal quand même à mettre du poids sur sa jambe, surtout quand t'es joueur de ligne. Les mecs font tous 140 kilos, donc autant dire que c'est le genre de blessure qui peut traîner un peu. En tout cas, je disais que ça pourrait être plusieurs semaines. J'ai eu l'impression que dans tous les matchs, il y avait eu des blessures plus ou moins graves, mais en tout cas qu'il y avait eu des gros chocs. On a eu notamment, si on prend le Minnesota, Chicago, on a eu la blessure à la main de Justin Fields, au poignet, je crois, pour être plus exact. On verra les rayons X aujourd'hui, mais C'est au pouce. au pouce, ok. D'où Ouais, mais le petit geste. au début, j'avais lu poignet au début sur les premiers retours des insiders. En tout cas, il doit passer des rayons X. Au moment où vous écouterez l'épisode, normalement, il les aura passés, donc on aura plus d'infos. Mais pas rassurant, il pourrait rater quelques matchs. On C'est a surtout eu, une semaine. Là, il est questionable sur la semaine prochaine, j'ai vu, et parce que c'est en fonction, il arrivait pas à serrer la balle dans la main. oui, en fait, c'est ça, il a pas de grip sur la balle, donc pour un QB, c'est quand même gênant. Après, il court bien, hein, donc ça peut servir, mais bon. Ah, et s'il fumble au moindre choc sur le bras, Ouais, c'est pas faux. ça pourrait être. Et puis bon, au bout d'un moment, si t'as pas de Justin Fields, ça c'est un autre sujet, mais est-ce que tu vas avoir envie de gagner des matchs? Pas sûr. Surtout après cette semaine. Bon, là, je vais pas taper sur les Bears, mais voilà. Match de San Francisco, Debo, il est un peu habitué, mais il s'est encore blessé. Deshaun Watson, qui devait déjà rater le match, mais visiblement la blessure est plus grave que prévu. McCaffrey, blessure aux obliques. Je suis pas médecin, mais visiblement ça pourrait être 2 semaines. Il y a eu des blessures. Trevor Lawrence dans le match entre les Colts et Jacksonville. Enfin, vraiment, si vous prenez tous les matchs, il y a eu Damian Harris, blessure pas belle du tout dans le match de Buffalo au niveau du coup. Garoppolo, qui a pris qui aurait pris un énorme choc dans le dos et qui a eu besoin d'examen. Les 2 running backs des Rams, Kyren Williams et Ronnie Rivers. Enfin, vraiment, c'était assez affreux. Quand on sait que Détroit, il y a Laporta, il a joué un peu blessé, il a fait un bon match, mais voilà, Baker Mayfield s'est blessé aussi. Il y a pas un match où t'as pas un mec qui est sorti, sans parler des passages commotion et tout. Et du coup, on en parlait en off hier avec le petit groupe de notre ligue locale, mais je sais pas, va falloir prendre des mesures au bout d'un moment, changer ces pelouses synthétiques. Je sais pas à quel point elles ont un impact dedans.
mais c'est plus possible de jouer là-dessus. Les blessures musculaires cette année, il y en a des tonnes. Les mecs, on leur demande d'être toujours plus préparés, d'être toujours plus puissants, plus vifs, non, on leur met pas d'écrin pour pouvoir jouer dans des bonnes dimensions. Pour ceux qui ont déjà joué sur du synthétique, peu importe le sport, moi ça a été que du soccer, mais vraiment les sensations sont horribles. T'as l'impression que t'as tes crampons qui restent accrochés dedans, que tu peux l'arracher n'importe comment. Enfin, ça c'est terrible. Et autre élément, et je vais faire ma petite digression rugby puisque ça a été un thème qui nous a suivis depuis un mois, mais envoyez-moi des coachs de rugby dans toutes les franchises NFL pour leur apprendre à faire un putain de plaquage. Je comprends, oui, il y a un équipement, oui, il y a des épaulières qui sont lentes, qui limitent un poil la mobilité des bras. Au bout d'un moment, pareil, les équipements, faut les ajuster un petit peu. Les mecs sont pas obligés de ressembler à des Robocop qui arrivent la tête en avant et qui se jettent dans les genoux des adversaires. Et même pour plaquer, les gars, ils attrapent une jambe, t'as l'impression qu'ils essayent d'arracher la jambe du mec qui sont en train de plaquer. Et après, on s'étonne qu'il y ait des genoux ou des chevilles qui se tournent. Faut arrêter ça. On fait pas du jiu-jitsu, là, c'est du foot US. Non, mais vraiment, genre, les mecs, ils se font des clés de cheville, des clés de genoux. Apprenez à plaquer. Il y a trop de blessures. Et en fait, ça, c'est chiant. Et c'est un truc en plus c'est ce que j'ai mis c'est ce qu'on a mis dans les petits mèmes où on a mis en plus des petites descriptions pour que vous puissiez comprendre les mèmes si jamais vous les avez pas. Mais c'est souvent, comme tu dis, les pelouses qui sont pour les blessures des jambes. Ensuite, le foot américain, c'est un sport physique. Mais je trouve qu'à la différence d'autres sports, t'as le calendrier qui reste à peu près le même. Ils ont rajouté juste une semaine, c'est pas non plus indécent. Le calendrier est à peu près le même pour tout le monde. Enfin, et le même pour tout le monde, mais c'est le même depuis plusieurs années. Enfin, ils ont passé de 14 à 16, maintenant ils ont passé de 16 à 17, on verra jusqu'où ils vont. Mais c'est pas comme au soccer où ils te rajoutent 3 compétitions par an. Et tu peux te dire, bah, c'est pour ça qu'ils sont blessés, ils sont fatigués. Là, c'est vraiment quasiment que les chocs et les conditions de match qui font en sorte qu'il y ait beaucoup de blessures. Donc, je te rejoins. Ouais, et puis c'est ultra chiant. Je sais pas à quel point ils auraient envie de toucher de toucher au calendrier et éventuellement au lieu de concentrer tous les matchs sur genre 5 mois, les mettre sur 6 mois, tu vois, mais franchement, ou instauration d'une deuxième bye week, tu vois, ou quelque chose comme ça où les mecs ils ont le temps de souffler un peu plus. Vraiment, En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez identifié d'autres causes de blessures. Nous, on n'est pas médecin ou expert en matériel, mais quand tu le regardes, que tu compares à d'autres sports que tu peux voir à côté, et on en parlait la dernière fois qu'on a parlé de Tua, mais tu vois le fait qu'il avait appris à tomber pour encaisser les chocs. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire quand même pour diminuer ses blessures, parce que là, à force, même pour le spectacle, on voit pas la moitié des joueurs et c'est chiant, quoi. Allez, on va passer un peu à du positif. On va parler de nos trick plays. Vous l'avez compris, on a fait les fumbles, on fait les trick plays. Petit bouleversement par rapport à d'habitude. Alex, je vais te laisser commencer. Ouais, moi je vais parler juste des Dolphins très rapidement parce que le début de match catastrophique, tu perds 14-0, tu te dis contre les Panthers, tu t'attends à ce que ce soit une semaine très compliquée. Parce que les Panthers, voilà, tu te dis ah ça y est, ils ont enfin commencé à jouer et au final ils arrivent à gagner 42-21, donc une belle rouste, alors que ça démarrait très mal. Voilà, juste le côté résilience mentale qui n'était pas là forcément les années précédentes. Et je trouve très bien, notamment après avoir perdu il y a 2 semaines face aux Bills, 3 semaines, face aux Bills, au moment où voilà, tu peux te dire ah là tu perds ce match-là, est-ce que mentalement t'es bien? Bah non, tu reviens, tu les bats et tu gagnes à peu près tous les matchs que tu dois gagner. Du coup voilà, c'est ça la petite partie que je voulais dire. C'est inattendu parce que bah on s'attendait pas à ce que les Panthers marquent 2 fois d'affilée et aussi parce que voilà le niveau mental c'est top. Ouais. Puis il y a vraiment un côté du next man up quoi chez vous cette année. J'ai l'impression que tu vois Tyreek il a dû sortir un peu, ça a bien enchaîné derrière et tout, donc c'est plutôt cool à voir. Écoute, moi je vais parler de l'homogénéité au top de la ligue. Je trouve cette saison sportivement quand même très très intéressante. Je sais pas pour toi, mais au-delà là des défaites, moi j'avais toujours dit que les Niners me rassuraient pas non plus de ouf, ou je les voyais pas ultra dominants par rapport aux autres, notamment à cause de Purdy, mais déjà on n'a plus d'équipe invaincue. Je crois qu'on a 5 équipes qui présentent un bilan de 5-1, 4 équipes qui ont un bilan de 4-2, et en fait, et j'aimerais bien que les gens répondent à cette question, que ce soit en commentaire, peu importe où,
Si toi, aujourd'hui, là, tu vois, si on devait se mouiller un peu et que tu me dis, ouais, le Super Bowl, c'est ça, t'aurais du mal à me donner deux équipes, en fait. Non, moi j'ai facile. Ok, ok, et ben, je suis assez surpris parce que, tu vois, ben, moi, du coup, moi, je fais partie de la team où là, je suis content sportivement parce que, en fait, peu importe les équipes que quelqu'un va me proposer, du moment que, voilà, c'est pas les Panthers ou les Bears, je Patriots suis, Giants. voilà, exactement. Mais tu vois, si tu me dis, bah ouais, en NFC, ok, c'est qu'une défaite, mais les Niners, ils sont trop au-dessus, ou que tu me dis, non, mais en fait, les Lions, c'est trop cohérent, ils esquivent les grosses blessures et ça monte, mais en fait, je vais te valider les deux, tu vois. Et du coup, j'aime cette incertitude là où des fois, c'est vrai que l'échantillon, on était un peu entre 3-4 équipes pour le titre, quoi. Là, j'ai l'impression que de façon crédible, bah tu vois, tu me dis les Chiefs vont au Super Bowl, je te dis why not. Les Dolphins y vont, je te dis why not. Tu me dis les Bills ou les Jags parce que le match à Londres ils ont paru déjà bien établi, je te dis why not. Même les Browns, tu me dis bah écoute ils ont la meilleure line, ils ont une défense de ouf, ils ont des top players sur plein de postes, je te dis ok. Et de l'autre côté tu me dis bah Niners ok, Eagles je te dis ok, Lions ok, Cowboys ok. Et même j'ai envie de te dire, tu m'évoques plus bas, tu me dis mais attends en fait les Bucks ils sont pas flamboyants mais dans cette NFC ils ont 2 matchs à gagner, je te dis bah c'est vrai, ouais, pourquoi pas. Donc en fait Moi je pars sur pour l'instant, si je devais me mouiller, je mettrais et je prends pas bon les Niners, j'y crois mais je me dis pourquoi pas. Je dirais Dolphins Lions. Alors Dolphins pour c'est un peu le choix du cœur, on va dire. Mais en même temps, ils sont en 5-1, ils ont joué des matchs, voilà, ils ont pas joué n'importe qui non plus. Ils ont perdu contre les Bills, bon, ça fait un peu mal. Mais là, il va y avoir le retour de Jalen Ramsey notamment, enfin le début. Et tu te dis, ils sont en 5-1 en n'ayant pas c'est pas ton leader défensif, mais c'est un de tes meilleurs joueurs défensifs quand même. Ça peut, dans une ligue qui lance beaucoup, ça peut faire du bien. Et je pense que le match dans 2 semaines, le 5 à Francfort entre les Chiefs et les Dolphins donnera une bonne idée de qui peut aller au Super Bowl entre ces deux équipes. ok. Voilà. Et pour revenir sur ton homogénéité dans l'histoire de la ligue, selon Opta, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a 25 équipes qui mettent 21 points ou moins dans la ligue sur une semaine. Donc ça veut dire que voilà, t'as des bonnes attaques, mais t'as surtout des bonnes défenses. Et voilà. Où t'as des mauvaises attaques et des défenses ok, mais Oui, voilà, tu peux avoir les deux. Oui, mais c'est. oui, et bah dans le même style de stats que celle que tu viens de donner, au-delà des points, il y a même rarement eu, et du coup c'est intimement lié, mais il y a rarement eu autant de QB, notamment de gros QB, qui lançaient moins de 200 yards que cette semaine. T'as énormément de bons joueurs qui ont fini à 185, 187 yards, sans qu'à côté il y ait des prestations au sol à 250 yards, tu vois. Ouais. Genre vraiment cette saison elle est dure à lire, quoi. Mais tu Ouais. vois, je les ai évoqués comme ça, mais les Browns, ils ont tellement une bonne tête de Dark Horse. J'y pense depuis avant la saison, je l'avais évoqué. Mais là, ce match contre les Niners, pouah. Bah écoute, j'en profite. Vu que c'est ma top team, j'enchaîne avec. Les Browns, ils ont battu les Niners alors qu'ils n'avaient pas Deshaun Watson pour jouer ce match. Le titulaire, c'était PJ Walker, qui n'est ni un bon ni un mauvais joueur, hein, mais qui, voilà, il a lancé 0 TD, 2 interceptions, 192 yards. Incroyable la prestation des Browns. Déjà, ils ont une défense en béton. Les Niners, ils ont vraiment pas réussi à dérouler. On a parlé blessure de McCaffrey, mais McCaffrey, il joue toute la première mi-temps, je crois. Il sort en début de deuxième. On peut parler du match entier parce que moi les Niners c'est ma flop team. Ah bah vas-y, bah on fait comme ça alors. Euh, Bah je vais surtout parler Browns et je te laisse du coup réagir sur les Niners. Le jeu au sol des Browns, là la bye week, elle a fait vraiment du bien aux Browns. Karim Hunt, il a pu se rappeler un peu mieux les systèmes et du coup, avec Jerome Ford, les deux ont bien contribué. Amari Cooper, qui était avec un QB avec lequel il a jamais joué, il pose 108 yards sur la tête de la défense. En 4 réceptions, ouais. Ouais, il fait une réception longue qui vraiment fait la diff. Et c'est surtout ouais cette défense, mais il y a un condensé de talent dans cette équipe, c'est incroyable, vraiment. T'as du Zadarius Smith, du Denzel Ward, du Greg Newsome, du Myles Garrett, du Grand Delpy, du Jeremiah Owusu, enfin
du Dalvin Tomlinson. Enfin, je la trouve incroyable, cette équipe des deux côtés du terrain. Et ça s'est vu dans ce match, quoi. Alors oui, il y a eu des blessures côté Niners, mais comme je disais, je vais te laisser en parler, mais McCaffrey joue la première mi-temps, Deebo, on a l'habitude qu'ils sortent. Ils avaient d'autres éléments et ça a pas marché, quoi. Non, ça a pas marché. Après, là où je voulais mettre un peu, de limite sur les Niners, je les mets en flop team parce que je voulais juste en parler. Le fait de perdre ce match-là, bon, quand tu perds face à PJ Walker, c'est pas ouf. Après, tu l'interceptes quand même 2 fois, donc niveau défensif, t'as quand même fait le boulot. Fred Warner et Deomodor le Noir ont intercepté une fois chacun PJ Walker. Brandon Ayuk fait son match, mais c'est le seul receveur avec plus de 25 yards, enfin plus de 26 parce que Jawan Johnson fait 26. Deebo pas là. Au niveau de la course, ça a pas essayé de faire courir. Alors effectivement, parce que les Browns c'est un peu dur, mais quand ta force numéro 1 c'est quand même la course, c'est quand même bizarre de pas faire courir autant que ça tes running back. Donc ça me déçoit, et en même temps, tu vois, un Brock Purdy là, il fait que entre guillemets 125 yards, mais il a pas grand monde à viser. Alors, il y a George Kittle, mais à qui il envoie il envoie 2 fois le ballon. Ça, pourquoi déjà est-ce qu'un George Kittle n'est pas plus dans les game scripts? Ça, moi, j'ai un peu du mal à trop comprendre. Et après, il fait le taf pour amener son équipe jusqu'au field goal. Et le field goal, c'est pas non plus un field goal compliqué, on va dire, hein. C'est un field goal de 41 yards. Jake Moody, c'est un rookie, ok, mais en même temps, il a été drafté assez tôt pour ça. Il rate le field goal de la victoire. Ils ont pas été clutch, en fait, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils ont pas eu à trop tester cette année, les Niners, leur clutchitude. Et là, tu le vois. Enfin, tu le vois. Comment dire? Tu vois s'ils sont clutch ou pas, et je trouve qu'ils le sont pas tant que ça. Parce que contre les Rams, ils gagnent 30-23, mais c'est surtout, je crois que les Rams reviennent en fin de match. Les Steelers, ils les battent 30-37, les Giants 30-12, les Cardinals 35-16, les Cowboys 42-10. Donc il n'y a pas eu à être trop clutch, il y a juste eu à fumer le match au début et ensuite être tranquille. Et là, il y a quelques limites, je trouve, au niveau de la clutch chance. Et voilà, ça m'inquiète un petit peu sur la suite. Notamment quand tu vas affronter des équipes un chouïa plus compliquées. Ça commencera les 7 prochaines semaines. C'est Vikings, Bengals, Jaguars, Bucks, Seahawks, Eagles, Seahawks. Ok, donc tu bats les Vikings, mais le reste est pas simple. Voilà, donc et t'auras encore les Ravens à jouer une fois de plus. Donc voilà, j'ai confiance en eux sur le fait qu'ils peuvent gagner des matchs. J'ai un peu moins confiance en eux maintenant sur des matchs serrés. Et voilà, tu sais que il s'en sort bien parce qu'ils vont jouer les Vikings la semaine pro, mais j'aurais aimé voir Brock Purdy la semaine prochaine contre une grosse équipe après sa première défaite en carrière. On en avait parlé. Moi vraiment, Purdy, je suis pas rassuré. Encore une fois, c'est le mec à qui on a mis de l'or dans les mains. Pour l'instant, il s'en sort bien parce qu'autour de lui, ça tourne super bien. Mais là, pour moi, ce match, il est surtout à cause du kicker. Parce que quand tu prends un mec au 3e tour, t'espères qu'il te passe un field goal de 40 yards. Oui. Je veux dire, sinon, au bout d'un moment, ne le drafte pas. Mais Purdy, le nombre de passes, tu disais, il avait plus grand monde à cibler. Comme tu dis, déjà, les game script, je comprends pas pourquoi Kittle a pas plus de targets. T'as toujours Ayuk sur le terrain. T'as des bons Titans dans cette équipe. Mais les passes, franchement, faites-vous le récap du match où vous avez toutes les actions, faites-vous le condensé. Les passes de Purdy, elles sont pas ouf. Plusieurs fois, il tombe loin de ses receveurs. Vraiment, c'est pas un QB ultra accurate, hein. Il est là parce que il a aussi une ligne qui lui laisse du temps, parce qu'il a des playmakers, parce que il peut se permettre de temps en temps de pas compléter la meilleure des passes, vu que McCaffrey en 2e et 14, il va faire 11 yards sur une screen pass. Enfin, moi, vraiment, on avait dit qu'on attendrait de voir ce que ça allait donner contre une grosse équipe. Là, les Browns, ils ont fait un match très très sérieux. Moi, j'ai hâte de les revoir contre de l'opposition. Je crois qu'on a fait le tour. Non, il te reste ta top team et un flop team, vu qu'on a fait que des croisés là dans les épisodes. Ouais, chassé croisé. Moi, je vais parler des Commanders très rapidement parce que j'ai trouvé que offensivement, ils ont été assez bons.
Ouais. Notamment mené par Samuel qui depuis 2 matchs, peut-être un peu plus même, mais après c'est les 2 matchs que j'ai pu réellement voir. Le match contre les Bears où il a été assez bon et là ce match-là contre les Falcons où sur le papier, encore une fois, si tu regardes le nombre de yards, tu te dis ouais c'est pas ouf, mais il y a pas d'erreur en fait, il y a pas ça avance, c'est 14 sur 23, 151 yards, sans trop s'appuyer sur le jeu à la course d'ailleurs, c'est juste ça avançait plutôt bien et voilà des touchdowns pour là pour le coup lui il a distribué un peu plus le ballon, Terry McLaurin, Curtis Samuel, Antonio Gibson sur un touchdown, beaucoup moins de Logan Thomas alors qu'il était plus vu sur les matchs précédents. Donc voilà, comme quoi enfin voilà et en plus de ça, côté défensif, t'interceptes 3 fois Desmond Ridder, Kendall Fuller, Benjamin Saint-Just et Jamin Davis interceptent chacun 3 fois, une fois la balle. Casey Hill a fait 2 sacs côté défensif, en plus du sac de Jamin Davis. Donc Jamin Davis, un sac, une interception. Alors je veux bien, hein, les Falcons c'est pas non plus l'équipe du siècle, mais t'as limité Bijan Robinson à 13 portées pour 37 yards. Déjà c'est que ta ligne elle fonctionne plutôt pas mal. Ils ont été obligés d'utiliser beaucoup Tyler Algier et voilà, Bijan à la course, à la réception ça fait quand même le boulot, mais voilà, tu l'as quand même drafté en 8 ouais, pour qu'il fasse un petit peu plus. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce match-là. Toujours par contre très surpris par la non-implication de Jahan Dodson du côté des Commanders. Tu l'as quand même drafté au premier tour l'année dernière. Alors je veux bien, il y a eu un changement de coordinateur offensif. Jahan Dodson, ça a l'air d'être quand même un bon receveur. Et comme on le dit à chaque fois, hein, on n'est pas là aux entraînements, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais tout de même, c'est un peu surprenant. Mais une note positive au global pour l'attaque des Commanders, la défense aussi un peu qui a fait les plays quand il fallait. Et voilà. Mais tu vois, pour être transparent avec toi, si dans le fumble et le trick play j'ai mis les blessures et les questions d'homogénéité, c'est qu'en fait cette semaine j'avais trop de top et de flop team. Il y a trop d'équipes sur lesquelles j'aurais pu taper. J'avais pas envie de choisir. Mais très clairement, les Falcons en face. Juste aller voir la tête du head coach des Falcons à chaque fois que Reader a lancé une interception. Le mec, vraiment, j'avais l'impression qu'il apprenait un décès. Hein. Il se décomposait en mode... Genre, au bout d'un moment, on prend des décisions, change-le en fait. Genre, il leur a coûté le match. Potentiellement, quand tu vois la tête de la division et comment elle est ouverte, il va peut-être leur coûter la division, mais il s'entête avec lui. Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'Arthur Smith arrête de juste faire des têtes de mecs choqués et prenne des choix forts, quoi. Je pense qu'Arthur Smith, voilà. Ouais. J'aime, ouais. Peut-être qu'il va faire ses valises avec Desmond Ridder. Ouais, et je sais pas si Arthur Smith sera là l'année prochaine. Ouais, je suis pas sûr non plus. Écoute, moi je reste dans cette division. Ma flop team, c'est les Saints. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé autour de ce match, allez écouter le podcast de nos camarades, dont Elio fait partie, disponible. Vous le trouvez facilement via Twitter. Ouais, voilà. Vraiment, les Saints, c'est une des équipes qui me frustre le plus cette année parce que je trouve la défense capable d'être assez remarquable pour gêner ses adversaires. Et vraiment, si j'étais l'escouade défensive, j'irais dans le vestiaire de l'escouade offensive. Et en fait, j'insulterais les mecs, mais je les pourrirais de tous les noms. Je leur fracasserais la tête dans le casier. Tellement qu'en fait, l'attaque gâche tout le travail de la défense. Cette attaque, elle est insipide. Vraiment, je trouve qu'il y a rien qui va. J'ai vu notamment un peu les maps des jeux appelés, des ballons lancés par Derek Carr et tout. Le jour, et ça c'est notre camarade Raphaël de TDA qui était là lors de la Game Zone, qui l'a tweeté, mais le jour où Pete Carmichael va découvrir qu'il a le droit de lancer la balle au centre du terrain, ça va être révolutionnaire. Hein. Vraiment, le jeu il est stéréotypé, c'est tout le temps la même chose. Il y a rien qui va dans cette attaque et c'est ultra dommage vraiment, comme je le disais, parce que tu fracasses le travail de la défense, quoi. Ouais, clairement, c'est ce que Elio a tweeté, hein, ou les Saints, je sais plus, mais il demandait à ce que Pete Carmichael soit viré. C'est vrai que c'est catastrophique, c'est moche. T'as un mec comme Olave, tu l'utilises quasiment pas.
Moi, ça me fascine. C'est vraiment tout ce qu'ils ont tradé pour aller récupérer Olave, je comprends pas que le mec ils prennent pas 15 réceptions par match, 20 targets. Enfin, vraiment, à chaque fois j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu lui lances la balle, le mec il est dispo. Alors peut-être pas au final, je vais aller regarder combien il a de targets et combien il a de réceptions. Après, quand tu regardes les stats, ça veut pas dire non plus, ça ça te peut donne être. pas ça te donne En pas fait, la vision. il peut être libre tout le temps, mais que les lectures aillent pas sur lui. Ou à l'inverse, il peut ne pas être libre, mais on lance sur lui en lui disant bah, alléluia, essaye de l'attraper. Enfin, c'est compliqué. Mais Dans un bon, match, dans un match où il a 10 targets, Taysom Hill en a 8. Ouais, puis j'ai vu, on dit 8 targets, mais j'ai vu certaines des targets de Taysom Hill. Il y a des targets où si Taysom Hill fait pas la taille de Yao Ming, il les attrape pas. Hein. Mais oui, Taysom Hill, ça. Mais Taysom Hill, par contre, pas mal, hein. C'est des targets. Ouais, c'est des targets. Après, il en attrape 7 quand même, hein, donc. Oui, Voilà. oui. C'est ouais. Ben écoute les Saints, on va continuer d'en parler Alex puisque ils jouent en ouverture de la semaine 7. Ouais. Thursday Night Football, les Jaguars en 4-2 vont sur le terrain des Saints en 3-3 et du coup c'est exactement ce que je disais. Est-ce que l'attaque va enfin suivre la défense des Saints, sachant que la défense des Jaguars est plutôt bonne cette année. On l'avait vu contre les Bees, mais semaine après semaine elle est solide. Donc Puis ils ont cassé leur théorème. Ils ont cassé le théorème des Jaguars en battant les Colts. Ils ont gagné un match qu'ils devaient gagner, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Ils sont en 4-2, les Saints en 3-3. Si je dis qu'ils gagnent, ils vont perdre. Si je dis qu'ils perdent, ils vont gagner. Ça, par contre, c'est le vrai théorème. Et au niveau de l'attaque, ils sont suffisamment bons pour comment dire. L'attaque des Jaguars, je pense, est plus forte / même niveau que la défense des Saints. Je pense que l'écart de force est pas là. Par contre, leur défense est tellement plus forte que l'attaque des Saints que je pense qu'ils vont gagner le match. Ouais, faudra surveiller si Trevor Lawrence joue ou pas. Normalement, oui, il avait l'air assez rassurant, mais il avait quand même pris une petite torsion au niveau de la jambe contre les Colts. Donc voilà, sous réserve d'avis médical, mais normalement, il est pas annoncé absent pour ce match. À voir ce que les Jaguars décideront de faire. Mais bah tu vois, pour revenir sur un peu les top équipes, je trouve que les Jaguars est l'une de celles où la production est la plus égale match après match, même si parfois ils déçoivent ou parfois ils font un exploit. J'ai l'impression que dans le contenu, t'as toujours la même chose. Genre t'as un Travis Etienne bien solide, Trevor Lawrence il trouve des receveurs qui se démarquent. Alors après, des fois, comme au début de saison, t'as un petit problème de synchro et ta passe elle est 1 yard trop longue dans la end zone et tout, mais quand tu prends vraiment juste le contenu au-delà des stats, ces Jaguars ils sont impressionnants. Du coup, moi je vais dire victoire des Jaguars aussi. Je vais dire victoire des Jaguars et interception de Darius Williams. Ok. Qui est déjà à 3 interceptions cette saison. Plutôt pas mal. 2 force fumble aussi. 9 passes défendues. 20 tackles solo. Voilà, le mec il fait un début de saison là solide. Deep boy. Ouais, non, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas je trouve qu'il fait un super début de saison. Et là, contre un Derek Carr où on sait toujours pas s'il est à 100%, et le reste de cette attaque menée par Carmichael, je pense que voilà, Darius Williams longe la ligne et t'auras une interception qui viendra. Voilà, exactement. Pas besoin d'aller dans le centre du terrain, ne défendez pas ici. Zone interdite d'accès. Pose-toi pépère sur la ligne, voilà, tu fais comme comme Pablo Escobar, tu sniffes la ligne et ça devrait le faire tranquillement. Les fans des lignes blanches. Ouais, c'est ça. C'est Darius Williams et Amy Winehouse. Ah là là, en tout cas, ce match à surveiller, mais ouais, il y a des belles choses à voir du côté des Jaguars. Écoute, tu as parlé de l'interception de Darius Williams, ça me permet de rappeler aux gens que le jeudi, avant le match du jeudi au vendredi, vous pouvez retrouver les over-under sur le Thursday Night Football. Donc voilà, pensez à y aller sur Instagram, en story. On vous demande votre petit prono sur est-ce qu'un tel va faire une interception ou non, est-ce que machin va lancer plus de tel nombre de yards ou non. Petit jeu qui
qui est assez sympa, surtout pour ceux qui aiment bien les paris sportifs ou qui sont en mode ah c'est vrai que ça c'est un match où lui en fait il pourrait lancer pas mal. Voilà, ça fait partie des petits jeux qu'on propose sur Insta, donc n'hésitez pas à y aller. Je rappelle les réseaux sociaux @le front office sur Twitter, sur Insta, sur YouTube et sur Twitch, les 4 endroits où on nous trouve le plus facilement. J'ai rien oublié, Alex? Ça te paraît bien? Ça me paraît bien. Voilà. Conclusion plus clean que le match des Titans. Pas compliqué. Hein. Ouais. Allez, on va se laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football.